Avant que je l'oublie, l'espace Chaudière-Appalaches économique est un projet qui est chapeauté par Chaudière-Appalaches, donc les 10 régions de Chaudière-Appalaches. Et c'est rendu possible le financement de l'espace, entre autres, grâce au gouvernement du Québec, soit le MEI et les fonds phares là, du milieu municipal. Donc, sur ça, je vais vous introduire à Marie-Pierre, qui sera notre présentatrice pour aujourd'hui. Donc, Marie-Pierre Percel est présidente et directrice générale de Prima Québec, un regroupement sectoriel de recherche industrielle dont le mandat est d'arrimer et de soutenir l'écosystème des matériaux avancés. Donc, Marie-Pierre, avec son équipe, définit et coordonne le déploiement de collaborations visant à stimuler la compétitivité des entreprises québécoises et afin de profiter de l'expertise en recherche qui existe dans les universités et les collèges. Auparavant, Marie-Pierre a été présidente d'Écotech Québec, la grappe des technologies propres, pendant plus de 6 ans. Également, elle a été conseillère en recherche à la communauté métropolitaine de Montréal de 2004 à 2010, où elle a contribué à la mise en œuvre des principaux outils du plan de développement économique, dont la stratégie des grappes de la région de Montréal. En 2003, elle a réalisé un avis sur l'innovation de les municipalités québécoises sur le Conseil de la science et de la technologie. Marie-Pierre détient un doctorat en études urbaines où elle s'est penchée sur les relations sciences-industrie et le soutien technologique aux PME dans les centres collégiaux de transfert de technologie, les CCDT-DCG. Donc, sur ça, je passe la parole à Marie-Pierre. Peut-être avant, il va y avoir une période de questions à la fin. Par contre, vous pouvez toujours écrire vos questions dans le chat et moi, je vais essayer de les prendre au fur et à mesure en même temps que j'anime. Donc, soyez un peu patients. Alors, merci Marie-Pierre. Alors, le micro est à toi. Merci Michel. Tout le monde m'entend bien? Oui. Bon, parfait. Excellent. Oui. Écoutez, j'ai accepté volontiers l'invitation de Michel. Je trouve ça intéressant, d'une part, d'essayer de, j'allais dire, propager la bonne nouvelle, mais de démontrer ou donner des idées, en fait, pour voir comment on peut, comme entreprise, se réinventer justement grâce à l'expertise des matériaux avancés. Et démontrer aussi qu'on a une force au Québec et surtout vous laisser avec une idée derrière la tête que innover est essentiel, ça vous le savez, mais les matériaux avancés jouent un rôle qui est stratégique. Et je vous dirais qu'au-delà de ce que nous faisons dans le quotidien, chez Prima, avec l'équipe, on essaie d'envoyer ce message-là et je pense que ça commence en fait à porter fruit. Alors, les matériaux avancés, et puis je vous dirais d'emblée aussi, j'ai mon collègue Sébastien qui s'est joint au webinaire. Si jamais il y avait des questions un peu plus techniques, il se fera un plaisir d'y répondre. Moi, je vous dirais que je m'appuie sur la force de mon équipe dans le secteur. Alors, s'il y a besoin, gênez-vous pas pour poser vos questions maintenant ou après le webinaire. Donc, les matériaux avancés, pardon, voyons. Comment on les définit? Ça a été un exercice qu'on a réalisé il y a à peu près 2 ans parce qu'il n'y avait pas vraiment de typologie, mais on s'est dit, OK, la réalité au Québec, comment elle transparaît quand on questionne, quand on regarde. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 grandes catégories. Mais avant de vous parler des catégories, tout ce qui va être un matériau avancé, dans le fond, va être un matériau qui aura des avantages vraiment marqués d'un point de vue physique et fonctionnel. Ça, j'y reviendrai juste un petit peu plus loin. Et 3 grandes catégories. On aura toujours ce qu'on appelle les matériaux de base, les matériaux qui sont plus ou moins transformés, qui sont vraiment en amont de la chaîne. Spontanément, je pense au graphène, je pense à des composites, je pense à des polymères, à des biomatériaux, à des fils naturels, par exemple. C'est le genre de matériaux de base que l'on a recensés. Deuxième catégorie, tout aussi importante, qui est celle des produits finis et semi-finis. On y retrouvera, dans le fond, des produits qui vont être destinés à un utilisateur intermédiaire. Et c'est là où, par exemple, on va avoir un produit qui va intégrer, par exemple, du graphène à un plastique. Pourquoi? Il donnera certaines propriétés, ce graphène-là, à ce plastique-là. Et la dernière catégorie est celle qui est aussi très importante dans le secteur et tout ce qui va
nous rappeler ou nous présenter des procédés ou de l'instrumentation qui est utile dans le secteur des matériaux avancés. Donc, tout ce qui va être la nanofabrication, donc vraiment à une très, très petite échelle, ou encore l'exemple du jour sur lequel on planche beaucoup à l'heure actuelle est tout ce qui va toucher la fabrication additive. Les matériaux sont essentiels à la fabrication additive et ça, je pourrais y revenir éventuellement, d'autant plus qu'on a réalisé il y a à peu près 6 mois le livre blanc avec plusieurs acteurs. Hein. Évidemment, nous, on joue beaucoup en équipe. On n'a pas fait ça seul, mais on a lancé le livre blanc sur la fabrication additive au Québec. Donc, ça, c'est un peu le point de départ que je voulais vous présenter. Alors, les matériaux, où se trouvent-ils? Bien, je dois vous dire qu'ils se trouvent à peu près partout. On regarde dans l'isolation des murs, on regarde tout ce qui va être verre électrochrome, donc un verre qui peut être soit opaque ou transparent. On va retrouver les panneaux solaires, on va retrouver tout ce qui va être les capteurs. Hein, les capteurs, oui, pour la ville intelligente, mais aussi dans tout ce qui est transformation numérique, c'est très important. On pense au système de capture de CO2, les différentes des catalyseurs, des membranes. Je pense aussi, je vous parlais tantôt de matériaux composites quand on pense à l'avion, la série C, maintenant le A220, si ma mémoire est bonne, on a été capable d'alléger le poids d'à peu près 2000 livres justement en utilisant des matériaux composites. Donc, les matériaux sont pas mal partout. Vous en avez dans les textiles intelligents aussi. Ça, j'aime bien l'exemple parce que souvent, on oublie, mais pensez à l'astronaute David Saint-Jacques qui, lors de sa dernière mission, avait une espèce de combinaison qui permet justement, grâce à des capteurs, on est en mesure de monitorer différents éléments, son rythme cardiaque, sa température, bref, les matériaux. Le message que je vous envoie sont un peu partout et je suis certaine que vous ou les organisations avec lesquelles vous travaillez peuvent être en mesure d'en profiter. Autre élément, je vous disais que tout matériau devait avoir des propriétés physiques ou fonctionnelles. Quelques exemples très rapides. Le volet de la conductivité thermique, par exemple, ce qui peut être retrouvé quand on utilise le graphène qui est conducteur, qui va permettre en bout de ligne de réduire la consommation d'énergie ou encore assurer un meilleur transfert de chaleur. Une autre propriété qui est importante, associée aussi au graphène, tout ce qui va être la résistance mécanique. On nous dit effectivement que le graphène va résister à la rupture 200 fois plus forte et plus importante que celle de l'acier. Donc, ça permet de résister à l'impact. Le volet de la dureté est une propriété physique où justement on va avoir une résistance à l'abrasion ou encore un matériau peut avoir des propriétés optiques, la réflectance ou encore, je vous parlais tantôt des verres électrochromes où on a opaque, transparent là, selon ce qui est recherché. Ce sont de grandes propriétés physiques, il y en a d'autres. Côté propriété fonctionnelle, là, c'est intéressant. Quand on pense au revêtement anti-glace, pensez à la réduction de givre ou encore de verglas sur des lignes électriques grâce justement à des enduits qu'on va appeler glaciophobes. On peut avoir des matériaux qui sont hydrophobes, évidemment, des matériaux qui seront biodégradables ou encore, et je pense que c'est aussi très d'actualité dans le contexte actuel, vous pouvez imaginer un revêtement à base de cuivre antiviral qui peut être déposé sur des poignées de porte, par exemple. Ça, je pourrais revenir tantôt sur cet exemple-là. Grosso modo, puis ça, vous avez le lien à la fin de la présentation. Je le disais tantôt, on a réalisé un portrait sur les matériaux avancés il y a à peu près 2 ans parce que, en fait, on voulait savoir à qui véritablement on s'adressait. Il n'existe pas vraiment de données. Alors, ça a été un bel exercice qui nous a aussi fait comprendre que il y a des tendances à l'international qui sont très fortes. Hein. Pensez à la lutte au changement climatique. Pensez à la transformation numérique. Ce sont des tendances qui sont bien présentées dans le document qui vont en fait avoir un impact assez important sur la demande des matériaux avancés. Donc, ce portrait-là nous a permis en fait d'identifier une
masse critique d'entreprises au Québec. Essentiellement, je vous donne 340 à l'époque, on est rendu, je vous dirais que comme ça a été une étude au temps zéro, on refera le même exercice fort probablement d'ici un an et demi, et on risque de voir le nombre augmenter. Et ce sont des entreprises qui déclaraient avoir quand même un chiffre d'affaires annuel d'à peu près 10 milliards, ce qui est assez important quand on regarde son poids dans l'économie. Ce sont essentiellement de la PME, moyenne, petite, très petite entreprise, et ce sont des entreprises qui, à elles seules, emploient à peu près 33 000 emplois. Et ces 33 000 emplois-là, je vous le dis d'emblée, ne comptent pas les emplois qui sont recensés dans le 6 % des grandes entreprises parce qu'on ne voulait pas non plus biaiser les chiffres, en ce sens que tu peux avoir une grande entreprise qui va être active dans les matériaux avancés, mais ce n'est pas son core business. Donc, on ne voulait surtout pas contaminer la base. Mais le message à retenir, c'est essentiellement de la PME. C'est de la PME qui est très active en R&D et qui va spontanément avoir le réflexe d'aller à l'extérieur pour justement sa démarche d'innovation. Et ça, c'est intéressant parce que nous, vous allez le voir un peu plus loin, c'est un peu notre rôle de s'assurer que sur la base d'un besoin industriel X, on apprend à le comprendre et on essaie de trouver la bonne expertise pour permettre aux entreprises de trouver solution. Si tu me permets, Marie-Pierre, je pense que quand on jasait ensemble, c'était une des choses qui m'a le plus frappée. Là. Je m'attendais à ce que ce soit des grosses entreprises, mais non, il y en a vraiment beaucoup de petites PME qui jouent sur ce terrain-là. Donc, de là, l'intérêt de présenter aujourd'hui pour voir comment on peut jouer sur ce terrain de jeu-là. Oui, tout à fait. Puis, je vous dirais aussi qu'il y a de plus en plus aussi dans les très petites, des startups, il y a beaucoup d'étudiants qui font des doctorats et qui, dans le cadre de leurs études, par exemple, peuvent trouver différentes applications et qui ont la fibre entrepreneuriale. Alors, ça, c'est encore meilleur. Ça vient bonifier et dynamiser, en fait, le secteur. Évidemment, on est associé de près avec le milieu de la recherche. On a recensé plus de 500 chercheurs dans différents secteurs et encore là, toutes ces informations-là sont disponibles dans le portrait. Beaucoup d'universités. Il y a des chaires de recherche. Et ce que je trouve intéressant de mentionner ici, ce sont la présence de centres de collégiaux de transfert de technologies. Je dois avouer que j'ai un préjugé très favorable puisque, comme le disait Michel tout à l'heure, j'ai travaillé sur cet objet-là quand j'ai fait mes études. Et ce sont des organisations qui sont très, très près de l'entreprise, très près de la PME et qu'on retrouve beaucoup dans les projets qu'on finance. Ceci dit, je vous rassure, on a aussi d'excellents chercheurs et beaucoup de projets avec des universitaires qui aussi comprennent très bien la dynamique industrielle pour répondre à des besoins. Donc, ce réseau-là, dans le fond, ça vous permet aussi d'avoir accès à ce qui est très important, à du talent, du personnel hautement qualifié, parce que souvent, quand on va financer des projets, on le verra plus tard, il y a une somme qui est importante qui va à la formation de ce personnel-là. Et ce personnel-là, pour tout projet, est très intéressant parce que c'est une façon pour les entreprises d'accéder à des futurs employés. Alors, vous les voyez travailler dans des projets et c'est une très, très belle occasion par la suite pour vous de faire un peu un premier filtre. Bien, on faisait justement, il y a une couple de semaines, une présentation sur les stagiaires qui peuvent aussi être impliqués dans les projets comme ça. Là. Souvent, dans les projets, ils vont être impliqués aussi, donc ça peut être c'est très une façon utile. de faire entrer tranquillement l'innovation dans une entreprise. D'une part, et d'autre part, il ne faut jamais oublier que l'individu, qui soit stagiaire, qui soit étudiant, peu importe, c'est le meilleur véhicule de transfert. Hein. Il vient chez vous et il a un savoir, il a un savoir-faire et pour transférer des résultats qui auront été issus de la recherche, c'est l'idéal. Évidemment, on donne également accès, puis ça, je vais y revenir plus loin, à toute la question à des équipements de pointe. Et ça, c'est très important parce que dans... oups, j'ai oublié ce qui est... Voyons.
les équipements jouent vraiment un rôle important dans tout ce qui va être, par exemple, la caractérisation des matériaux pour essayer de tester les différentes propriétés qu'on voudrait leur donner. Et d'ailleurs, mon collègue Sébastien, qui est en ligne, est notre ressource, justement, quand vous recherchez des équipements de pointe, bien, vous vous adressez directement à vous. Puis, dernier point, ces équipements-là sont tellement importants que ce qu'on a réalisé en sondant les entreprises qui faisaient affaire avec des labos qui avaient des équipements, un projet sur deux, un projet d'innovation sur deux n'aurait pas été rendu possible, n'aurait pas été possible si l'entreprise n'avait pas accédé à ces équipements-là. Alors, c'est vraiment une particularité que l'on a mis de l'avant dans le secteur des matériaux. Alors, quelques joueurs à proximité que certains d'entre vous connaissez probablement. Les trois premiers sont des CCTT, bon, Coalia, anciennement le CTMP qui est à Thetford, qui touche beaucoup là, tout ce qui est technologie minérale, plasturgie, matériaux avancés, qui d'ailleurs viennent mettre sur pied, on parlait de fabrication additive tantôt, qui viennent mettre sur pied une ASC de 900 heures, multimatériaux, très novateur comme approche. Chemitech, qui va être plus au niveau de la chimie verte, qui fait de la mise à l'échelle des procédés, qui a aussi une usine pilote pour tester des produits. Le CMQ, très important aussi au niveau de la transformation métallique, les alliages, la fabrication additive basée à Trois-Rivières, un joueur très important. Le CERMA aussi, évidemment, qui va travailler sur le développement, qui va aussi travailler développement sur les nouveaux matériaux fonctionnels. Et un autre qui est très important aussi, FP Innovation, tout ce qui va toucher le secteur forestier. Cette organisation-là est très importante puisque à l'échelle pan-canadienne et travaille beaucoup avec le secteur, a aidé beaucoup à la création de spin-off. Hein. Je pense à Celluforce, par exemple, qui est un spin-off résultant de Domtar et FP. Donc, c'est un joueur aussi clé dans le secteur des matériaux. Les secteurs d'application que nous ont révélé être les plus, les plus importants, en fait, dans lesquels les entreprises du secteur œuvraient: énergie, transport, environnement, et ce n'est pas sans lien aussi avec les projets que l'on finance. La santé aussi. En la santé, on a par exemple l'AFA pour imprimer des prothèses, des orthèses, si je puis dire, mais aussi pour le développement de systèmes d'administration de médicaments à l'échelle nanométrique, si on veut. Le volet construction, bois d'ingénierie, on parlait d'FP Innovation, c'est un joueur très important. Tout ce qui va toucher le secteur des TIC, bon, on retrouve des matériaux au niveau des composantes, des téléphones cellulaires. Le secteur de la défense, bon, secteur de la défense, les gens sont généralement assez discrets, mais on sait que c'est un très, très grand utilisateur de matériaux avancés. Et évidemment, la section autre, qui là, est un peu souvent un fourre-tout, mais néanmoins, tout ce qui va toucher les smart parts, en fait, ce qu'on appelle les pièces intelligentes, des emballages, ça, j'y reviendrai tantôt. Et évidemment, de manière transversale, tout ce qui va être la fabrication avancée va recourir à des matériaux avancés. Je pense qu'avec les exemples de cas là, que tu nous as préparés, on va vraiment... Oui, écoutez, les exemples de cas, j'y suis allée, j'ai essayé d'avoir une représentation assez variée, des petits, des plus gros. Évidemment, on ne peut pas donner toujours toutes les informations parce qu'il y a des aspects de confidentialité, mais néanmoins, ceux pour lesquels je transfère l'info ou encore le nom, ça vous donnera une idée. Un exemple ici de projet qui a regroupé ARL Lamination Félix Compound, qui est dans le domaine des... j'allais dire des compounds, c'est un pléonasme. Omniplace, ITEGA, qui est un CCTT, et le CNRC, qui est un institut fédéral. Alors, on avait besoin chez RL de développer un emballage cartonné, laminé, mais qui avait aussi une espèce de pellicule biosourcée et surtout qu'on voulait compostable. Alors, il y avait différents enjeux, vous les avez à l'écran, je ne vais pas tous les passer, mais ce qui est intéressant de mettre de l'avant dans ce projet-là, c'est un projet pour lequel
Prima a investi seulement 16 000 $, un projet dont la valeur totale était de 80 000 $. Je reviendrai plus loin sur les montages financiers, mais généralement, il faut qu'il y ait de l'argent de Prima, il y a de l'argent d'une source complémentaire qui est souvent du CRSNG, là, au fédéral, et le secteur privé met également des sous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là a permis à ARL Lamination d'offrir, dans le fait, une nouvelle gamme de produits éco-responsables qui ont pu avoir des performances de conservation grandement améliorées. Donc ça a été un avantage très intéressant. Et je rappellerai aussi, puis probablement que c'est pas, vous êtes tous au courant, mais quand on a des acteurs comme ça réunis qui travaillent à développer, qui travaillent sur un projet d'innovation, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que chaque acteur au contact de l'autre va toujours développer des nouveaux apprentissages. Et ces nouveaux apprentissages-là vont être réutilisés après. Et ça, je pense que c'est généralement peu comptabilisé, mais c'est tout aussi important comme output, dans le fond, de ces projets-là. On se développe un réseau de connaissances. Oui, un réseau de connaissances qu'ils vont utiliser plus tard, mais à la suite ou même plus tard, mais ça pour moi, ça n'a pas de prix, dans le fond, pour continuer par la suite à innover. Un autre exemple de projet qui, d'ailleurs, je me permets de vous dire que l'année passée, il a été finaliste au concours du prix Innovation RSRI de la DRIC. C'est un projet qui a réuni Sanexen, qui est vraiment dans le secteur de l'environnement, Needner qui fait, peut-être certains le connaissez, là, entre autres des tuyaux pour l'incendie, là, ouais, les pompiers. Le CDCQ, qui est aussi un CCTT dans le secteur des composites, qui est aussi très fort, et encore le CNRC. Il y a une forte collaboration entre ces 4 joueurs-là pour concevoir, dans le fond, une espèce de gaine composite de réhabilitation d'aqueducs de grand diamètre. Et ça, c'est important parce que ces aqueducs-là représentent à peu près 20 des conduites et ça exige, dans le fond, des techniques qui sont complètement différentes comparativement aux conduites de petite taille. Donc, la collaboration entre ces 4 joueurs-là a permis de développer la nouvelle gaine. Et ça, c'est intéressant parce que par la suite, Needner, qui, lui, a travaillé à toute la question des gaines tissées, est devenu par la suite le fournisseur unique de Sanexen. Avec le CDCQ, on a fait beaucoup les essais mécaniques sur les gaines, puis le CNRC, quant à lui, a vraiment travaillé à développer les matériaux, puis eux se sont beaucoup investis dans les tests de pression, en fait. Alors, ça a été intéressant aussi parce qu'il faut comprendre que la réhabilitation peut être plus des aqueducs de grand diamètre est souvent plus intéressant que le remplacement complet. Donc, ça a été un très beau projet et juste pour vous donner une idée, ça a permis, dans le fond, à Sanexen d'accroître son avancée technologique qui, lui, avait déjà acquise là, sur les conduites de petite taille. Et surtout, ça lui a permis d'augmenter et de compter sur des ventes additionnelles en 2018 de 4 millions de $. Et ils ont estimé à 12 millions de ventes additionnelles en 2021. Donc, pour un projet pour lequel Prima a injecté 60 000 $ sur un projet total totalisant à peu près moins de 250 000, ça a été sur 2 ou 3 ans, là, la durée, je ne m'en souviens plus trop, mais néanmoins, ça a permis d'avoir des retombées très, très intéressantes. Ça dure combien de temps, un projet comme ça, par exemple? Tu sais, tu dis il a été investi 250 000 d'ici 2021, il va se récupérer facilement 16 millions. C'est quand même assez rapide. Là. Je vous dirais que c'est dur pour moi de vous dire. Je vous dirais que la moyenne des projets, c'est en 2-3 ans. Des projets d'1 an, on en a quelques-uns. Mais souvent, c'est des projets, je vous dirais en moyenne 2 ans et demi. Ce n'est pas très précis. Mais ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 10 ans. Non. C'est vraiment un maximum de 3 ans. Puis je vous dirais que
Plus on va un petit peu plus loin dans l'échelle de la maturité technologique, généralement, ils peuvent être un peu plus courts. Alors, voilà. Un autre exemple de projet qui est justement finaliste cette année. On saura dans 2 jours si il est récipiendaire d'un prix Innovation ADRIC. Ceci dit, il est finaliste. Pour moi, c'est déjà excellent. Alors, ce projet-là est d'une toute autre ampleur. Juste pour vous donner une idée, vous voyez 5 joueurs à l'écran, 5N+, Polycontrol, Tecnar, Hydro-Québec, le CNRC, mais au total, c'est 15 partenaires. Il y en a quelques-uns en Ontario, même il y avait un partenaire japonais qui, lui, l'expertise au niveau d'un équipement très précis, c'est ce qu'il mettait au jeu, si je puis dire. Donc, ce projet-là, nous, on a injecté 275 000 $. Ça a été sur 3 ans, mais c'est un projet d'1,4 million. Donc, c'est une autre ampleur, mais ce qui est intéressant dans ce genre de projet-là, c'est qu'on a toute la chaîne de valeur. Et ça a été développé justement le procédé de projection à froid pour nous permettre d'avoir une nouvelle technologie de fabrication additive visant le secteur métallique. Donc, il y avait un contexte qui était très important, puis ça, c'est justement, je vous ai parlé un peu de fabrication additive tout à l'heure. Il fallait être en mesure d'arriver à fabriquer des pièces métalliques de plusieurs dimensions, puis être capable justement de les remettre en service très, très rapidement. Et grâce à cette technologie-là, donc qui est par projection à froid, on est en mesure d'imprimer une pièce métallique avec en prime, puis je le dis en prime parce que c'est important à signaler, il y a un dépôt de matière qui est jusqu'à 100 fois supérieur à l'impression 3D traditionnelle et elle permet aussi de déposer successivement là, différents métaux et alliages justement sur une même pièce. Alors, ce qui est intéressant de souligner dans ce projet-là, c'est, j'oserais dire un spin-off, le partenariat entre Polycontrol et le CNRC a joué justement un rôle assez important dans la naissance et la mise sur pied de PolySysam, qui est une nouvelle installation en fabrication additive, toujours par projection à froid, qui va permettre à Polycontrol de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Alors, par exemple, vous voulez travailler des pièces de grande dimension, vous ne voulez pas vous acheter d'équipement parce que, vous le savez, les équipements, ça coûte cher, mais néanmoins, en allant, par exemple, chez PolySysam, il y a une façon, ça vous permet de tester l'équipement avant, éventuellement, si vous souhaitez vous porter acquéreur. Mais je pense que c'est un super projet qui a justement donné des retombées très intéressantes. Et pas seulement pour Polycontrol, mais pour 5N+, par exemple, ils ont été en mesure de tester différentes poudres. Donc, bref, il y a des retombées pour plusieurs des acteurs. Un autre projet qui, lui, ça fait... moi, je ne l'ai pas vu parce que je suis arrivée chez Prima, ça fait 4 ans, mais je trouve intéressant également de le signaler. On parlait tantôt de verre électrochrome. Là, on parle plus de verre avec d'autres propriétés qui vont être plus celles d'antibuée ou encore d'auto-nettoyante. Avec Multivers, AGC, l'Université Laval, l'Université de Montréal et aussi l'Université de Sherbrooke. C'est un projet qui a eu une valeur d'à peu près 325 000 $, si ma mémoire est bonne, dans lequel nous, on a injecté 125 000 $. Et ils ont été en mesure pour justement... ces 2 entreprises-là voulaient des verres intelligents avec ces 2 propriétés-là. Ils ont été en mesure de développer là, une espèce de procédé de dépôt. Et là, je vous épargne les détails techniques, mais ça a permis justement à ces 2 entreprises-là d'avoir des verres qui, finalement, vont répondre à différents besoins sur le marché. Un autre projet très rapide qui rappelle un peu le bois, en fait, le secteur forestier. Je vous parlais tantôt de Celluforce qui a développé des nano-cristaux de cellulose.
qui ont différentes fonctionnalités, qui sont durables, biodégradables, qui ont des caractéristiques importantes, ne serait-ce que la résistance à la traction. Il y a un faible coefficient de dilatation technique, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent améliorer certaines propriétés quand on a des liquides et qu'on veut qu'ils soient un peu plus ou moins visqueux, si je puis dire. Il y avait une problématique, et je vous parlais tantôt du rôle des équipements. Quand on intègre des nanomatériaux dans un autre élément, que ce soit un composite ou peu importe, le savoir-faire est éminemment intéressant et je vous ferai le parallèle. Quand on fait une béchamel, quand on met la farine, on veut éviter qu'il y ait des grumeaux. Hein? L'intégration de nanomatériaux, ça justement, je fais ce parallèle-là parce que la notion de dispersion dans un autre matériau est très, très importante et ça, il faut travailler ça avec des spécialistes. Ça se fait évidemment et il y a beaucoup d'expertise aussi au Québec. Et dans ce cadre-là, pour Cellufos, ça a été une façon de recourir, dans le fond, à un procédé pas trop dispendieux, évidemment, écologique aussi, pour justement être capable de bien disperser là, la NCC dans une matrice qui était polymère. Un dernier exemple, malheureusement, je ne peux rien dire. Ceci dit, ce qui est intéressant, je tenais à vous le partager parce que ce sont quand même 2 joueurs sur votre territoire qui se sont associés à McGill pour un projet qui a été soumis dans le cadre d'un appel de projet international. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce qu'ils se sont associés à d'autres joueurs de mémoire en Allemagne et arriveront à développer un produit. Je ne peux en dire davantage, mais c'est le fun de voir que des joueurs d'ici se démarquent et le Québec a soumis 10 projets dans cet appel-là et celui-là est vraiment arrivé en pole position. Donc, je trouve toujours ça intéressant de le souligner. Je pense ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que vous pouvez aider un peu dans ce genre de processus-là. Je pense que tu en parles un petit peu plus loin, les appels de projet, mais des fois de penser qu'on peut oser aller plus loin qu'on imaginait au départ. Oui, je pense qu'effectivement, Michel, c'est un bon point. Je vais le dire tantôt, mais tu ouvres la porte. Pour moi, ça, c'est hyper important parce qu'on a vraiment à l'interne une équipe de conseillers chevronnés qui sont justement, qui parlent le langage universitaire parce qu'ils en sont issus. Les conseillers ont tous un doctorat, soit en chimie, physique, sciences et matériaux. C'est des gens éminemment compétents qui sont à jour constamment et qui sont capables de, oui, parler le langage académique, mais parler le langage industriel aussi. Et ça, c'est essentiel quand on veut aider une entreprise à justement résoudre un problème et qui pourrait éventuellement déboucher sur un projet. Il faut comprendre aussi que généralement, on fait énormément d'accompagnement. Cet accompagnement-là ne va pas toujours à court terme se traduire en projet, mais juste le fait d'échanger, des fois, ça donne une idée à un entrepreneur, puis il peut revenir dans un an et dire, OK, là, vraiment, j'ai une idée, trouve-moi la bonne ressource. Et puis, nous, l'équipe à l'interne est vraiment bien outillée pour accompagner les entreprises, justement, pour monter des projets et aussi aider à trouver les bons partenaires. Ça peut être d'autres partenaires industriels, ça peut être des partenaires, évidemment, académiques, là, qui soient à l'université, dans des centres de recherche publique ou encore des CCTT. Bon, j'ai mis très, très rapidement, vous prendrez le temps de les lire, là, puis sachez que la présentation peut être accessible après, Michel pourra l'envoyer, mais ça vous donne un peu rapidement 2 témoignages, là, très rapidement, sur les bienfaits, dans le fond, de travailler avec Prima. Je ne m'épancherai pas là-dessus. Alors, pourquoi utiliser les ressources, Prima et ses ressources, pardon? Je pense qu'il y a des tendances fortes qui vont faire en sorte qu'on va demander à ce que vos produits se démarquent davantage, que ce soit pour l'allègement de leur poids, pour qu'ils soient plus efficaces d'un point de vue énergétique, pour qu'ils soient plus verts à certains égards. Bref,
Je pense qu'utiliser des matériaux avancés est une belle façon de vous protéger de la compétition, de vous démarquer à l'international. Ça vous permettra d'ouvrir de nouveaux marchés. Avec Prima et l'équipe, ben, on est capable de vous donner accès à des talents, à des expertises, à des équipements et évidemment du financement. Mais je me plais à dire qu'on ne vient pas chez Prima que pour le financement. Il y a toute une expertise qui est autour de la table et à votre disposition. Et évidemment, on est également branché, oui, sur un réseau local, national, mais également international. On est de plus en plus approché par différents acteurs, des acteurs qui, des fois, recherchent des joueurs industriels pour compléter leur chaîne. Bref, on essaie aussi également de faire rayonner le secteur à l'international via le service des délégués commerciaux du gouvernement fédéral ou encore les antennes du Québec là, à l'échelle internationale. Rapidement, Michel nous a présenté comme étant un regroupement sectoriel de recherche industrielle. On est 9 au Québec qui sommes vraiment actifs dans des grands secteurs phares de l'économie. Alors, si ce n'est pas Prima, ça peut être le CRIBIC dans les procédés bio-industriels, ça peut être le CQDM dans le médicament, l'aluminium CQRDA, transfo métallique chez le Critem. Bref, on est 9 et on a tous la même mission qui est justement d'être l'espèce de catalyseur entre les univers industriels et de recherche pour justement aider les entreprises à innover davantage. Notre mandat, il a été évoqué au départ. L'accompagnement, il est très important. On peut vous aider, comme je disais, à identifier des expertises, des occasions d'affaires, retrouver des partenaires. La question du financement, c'est là. Nous, on est disponible. On a du financement disponible sur l'échelle TRL 1 à 6. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais néanmoins, on est capable d'aiguiller des entreprises vers d'autres sources. On a, avec le temps, développé accumulé plusieurs informations, puis on essaie de se brancher à d'autres acteurs qui peuvent aussi être utiles pour l'entreprise. Les infrastructures, j'en ai parlé. C'est essentiel dans le développement et dans le secteur des matériaux et toute la question du rayonnement, j'en ai parlé tout à l'heure. On a 2 plateformes, puis je vais essayer d'aller rapidement parce que j'aimerais bien qu'il puisse y avoir de l'échange, si tu permets, Michel. Mais rapidement, vous avez par exemple un défi technologique, vous l'envoyez à Stéphane de notre équipe. Et Stéphane est capable de bien vous aider à définir le besoin. On le poste sur la plateforme Novacentris. C'est gratuit. Et nous, on diffuse ça dans notre réseau et ça vous permet d'identifier différentes ressources, solutions et par la suite, on vous met en lien avec ces gens-là. Donc, on vous aide à faire un premier tri, dans le fond, pour trouver des solutions à vos enjeux technologiques, par exemple. C'est gratuit, alors on serait fou de s'en passer, comme on dit. Et je vous parlais de l'équipement tantôt. On a la plateforme IRDQ qui, dans le fond, le travail de Sébastien, c'est de maintenir à jour une plateforme qui répertorie, je vous dirais, un peu plus de 400 millions d'équipements dans plusieurs universités, CCTT, centres de recherche. Et comme je le dis, une entreprise ou même un chercheur a besoin d'un équipement. Nous, on est capable d'identifier là où il est disponible et accessible et on vous met en lien. Encore là, tout est gratuit. Ça, c'est un peu ce que l'on fait. Juste pour vous donner une idée aussi, au cours des 5 dernières années, on a financé à peu près 72 projets d'une valeur totale de 60 millions. Et Prima a investi 17,4 millions. Le CRSNG, un peu de mi-taxe, en ont mis pour 17,6 millions, ce qui a permis de générer, c'est ça qui est intéressant, plus de presque 25 millions d'investissements industriels dans les projets. Ces projets-là ont réuni plusieurs partenaires industriels, vous avez les données là, mais aussi ils ont permis aussi des brevets, des déclarations d'invention. Et ce qui est très important, ils ont permis la formation d'étudiants à la maîtrise et des doctorats et des post-docs. Et ces gens-là
par la suite, quand les entreprises travaillent avec ces gradués-là, c'est intéressant parce que je le disais d'emblée, c'est une main-d'œuvre éminemment qualifiée qui peut vous aider à avancer par la suite. Donc, la main-d'œuvre et le talent se font de plus en plus rares. Là, vous avez une belle occasion d'en tirer profit dans le cadre, entre autres, de projets d'innovation collaborative que l'on soutient. Le financement, bon, évidemment, c'est toujours une question de financement tripartite. Hein. Prima va mettre des sous, il y a du financement complémentaire, il y a du financement qui vient de l'industriel. Je vous parlais de la chaîne d'innovation, la notion de maturité technologique. On a 2 types de projets que l'on finance, des projets qui sont beaucoup plus en amont, en fait, où on va vouloir découvrir un principe jusqu'à la preuve expérimentale. Ça, c'est les projets TRL 1.3 où nous, on va mettre un peu plus de sous et plus on migre vers le TRL 4.6, on met un petit peu moins de sous, mais on est encore là financièrement. Je vous lance ça très rapidement, mais ça, on pourra vous aider s'il y a d'autres questions à ce sujet-là. Généralement, on a pour les appels de projet 2 rondes classiques, là, une en septembre, une en février. On vient de clore un appel de projet où on recherchait des projets dont la finalité était la réduction des émissions de GES. On a des appels thématiques, intelligence artificielle, technologie quantique et des appels internationaux. Je vous parlais tout à l'heure d'un projet entre McGill, IPL et Moule Expert. Eux se sont classés dans le cadre du programme MRANET et bientôt MRANIN, tout ce qui va toucher les matériaux critiques. C'est un secteur sur lequel on se lance également. Je vous ai donné ici un exemple de membres industriels avec qui l'on travaille et qui sont engagés pleinement dans nos projets. Je passe ça rapidement. Et je vous ai donné aussi des liens pour en apprendre davantage, si vous voulez, là, évidemment, à notre site Internet, le portrait que j'évoquais au départ, le livre blanc qui peut aussi donner des ressources, les différentes possibilités de financement et un lien vers mes organisations, mes collègues, en fait, à RSRI. Alors, voilà. Je vais arrêter de partager. Merci, Marie-Pierre. S'il y en a qui auraient des questions pour Marie-Pierre, je suis sûre qu'elle serait vraiment très contente d'échanger avec vous. Je sais que parfois, c'est intimidant, mais osez, ne soyez pas gênés. Osez, puis si je n'ai pas la réponse, je vous trouverai la réponse, sachez-le. J'aurais une petite question, si vous me permettez. Oui, allez-y, M. Parent. Il y a toujours un aspect de coût qui est important, surtout pour les très petites entreprises, petites, qui ont des marchés restant plus petits. Est-ce qu'au niveau des coûts, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant ou si les investissements, voilà, me dire, ça va dépendre, puis il faudrait que je contacte quelqu'un au Prima, je suis certain, là. Mais je dirais que ma principale préoccupation, quand je regarde tout ça, je dis oui, il y aurait des choses très intéressantes à faire, mais je ne suis pas sûr que c'est à notre portée. Et vous, M. Parent, votre entreprise, vous êtes pour une PME de combien d'employés? On est 15. 15. Bon, ça, on a beaucoup de joueurs de la taille de votre entreprise. Dans un projet, puis là, évidemment, je pense qu'un lien avec un conseiller chez nous serait très utile. Un projet, ça dépend. Hein? Je vous évoquais tantôt un projet sur lequel nous, on avait mis 16 000 $. Ça voulait dire qu'une entreprise a mis... une entreprise peut mettre 5 000 $ dans un projet. Il y a aussi la question, puis là, dépendant du niveau de TRL, quand on est TRL 4.6, vous pouvez mettre de l'in-kind sur lequel on est capable de faire un levier. Alors, j'aurais tendance à vous dire... Il ne faut pas que l'argent soit un obstacle. Prenez le temps de voir avec un conseiller comment on peut vous aider à construire un projet pour faire en sorte que les coûts soient à votre portée. Là. Ça c'est très possible. Puis là, je n'ai pas sous la main l'investissement moyen qu'une entreprise, je dis investissement, mais la contribution moyenne qu'une entreprise peut faire, mais ça ne veut pas nécessairement dire toujours des gros montants. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais je pense que ça serait intéressant qu'on puisse se reparler par la suite. Oui, évidemment. De toute façon, ce n'est pas une crainte qui m'empêcherait de vous contacter. Bien au contraire. Ouais. Au contraire, mais je voulais simplement partager ma préoccupation par rapport à ça.
Mais Oui, oui, je contacterai quelqu'un chez vous. Puis je pense que c'est important comme question parce qu'il faut que ça donne le goût aussi à d'autres de le faire. Tu sais. Des fois, c'est pas le montant qui est important. C'est pas l'ampleur du montant, pardon, qui est important. Puis il y a moyen de faire de faire des avancées dans ces projets-là. Je pense que Merci. M. Parent, je vous encouragerais. Dans le fond, l'idée, c'est qu'il y a plein de portes dans ce réseau-là de la R&D. Puis des fois, si ce n'est pas Marie-Pierre qui est la première porte, elle connaît les autres portes, c'est ses amis. Donc, elle va vous aider un peu à dire, écoute, non, mais c'est vrai, c'est le domaine où vous êtes constamment ensemble à travailler des projets, à réfléchir à des projets. Donc, souvent, ça va vous apporter la réponse à dire, bien, commence par aller voir eux, ils vont faire telle étape, ça va te permettre de sécuriser ton investissement, ton projet, donc d'aller valider certaines étapes. Il y a des étapes, des fois préliminaires, qu'on peut faire qui sont moins chères, qui nous permettent de faire des premiers pas. Je pense aux visites interactives du CNRC. Oui. Tu n'en as pas parlé, Marie-Pierre. Là, tu fais plus d'une recherche, mais il y a des façons de faire qui nous permettent d'y aller par les petits pas et de ne pas prendre un trop gros risque là, dès le départ. Puis, tu sais, de la même façon que certains d'entre vous avaient sûrement déjà travaillé avec le CNRC Paris, bien, il y a moyen aussi, dans un projet Paris, nous, de faire un levier sur cette contribution-là dans les montages financiers. Donc, ça peut être aussi une possibilité de faire plus, dans le fond, d'aller plus loin, en fait, avec de l'argent que vous pourriez avoir dès le départ. Là. Oui, merci beaucoup. En fait, Prima, je vois ça un peu comme un carrefour. Dans le fond, c'est la porte d'entrée dans cet immense domaine-là. Alors, au plaisir de pouvoir parler de plus concrètement de nos projets. Au plaisir. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui auraient d'autres questions. On a encore un petit peu de temps. Moi, Marie-Pierre, si personne pose la question, pourquoi la fabrication additive, je lis partout, c'est le domaine de l'avenir, la prochaine révolution industrielle. Plus ça va de semaine en semaine, de mois en mois, on dirait que c'est comme la nouvelle mode. Est-ce que c'est une mode? Pourquoi c'est une mode? Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour nous en parler un peu? Brièvement, je sais que vous avez un livre blanc, puis je te demande de le résumer en 2 minutes. Oui, ce que je ne ferai pas, mais je vais inciter les gens à le consulter. Je ne crois pas que ce soit une mode. Puis tu le dis très bien, c'est vraiment au cœur des technologies de rupture qui, elles, vont je dirais, sous-tendre tout ce qui est la transformation numérique de la production industrielle. Puis l'intérêt, je te dirais que c'est vraiment, tu sais, ça permet de concevoir des pièces personnalisées, uniques, des pièces complexes. Ça permet de parfois réduire le délai de commercialisation dans certains cas. Ça va éliminer le besoin d'outillage dans d'autres. Ça peut réduire le coût de développement, réduire les inventaires. Bref, il y a plein d'avantages. On a beaucoup entendu de la fabrication additive polymère, là, couche avec le plastique, mais là, on voit une forte croissance au niveau du métallique. Le marché est très important. Là, j'ai pas la... Moi, excusez-moi, je retiens tellement pas les... Non, mais je retiens pas les chiffres quand on me dit la valeur de marché, c'est quoi, là, mais l'info est dans le livre blanc. Mais ça a été très intéressant parce que je ne crois pas que ce soit un effet de mode et ça risque de prendre encore, en fait, ça risque pas, ça va prendre plus d'ampleur. C'est pourquoi nous, on a choisi de mettre sur pied le livre blanc, de réunir plusieurs acteurs, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et on a réuni les plus gros joueurs au Québec. Puis on voulait que ce soit que ça vienne de la base, donc il y a une préoccupation industrielle très forte parce que dans le fond, on veut travailler pour eux. Et il ne faut pas oublier qu'au Québec, les 2 plus grands producteurs de poudre métallique sont au Québec. Hein? Fait que, eux, là, exportent à peu près à 98 % à l'étranger. Alors, ce serait le fun qu'on puisse développer davantage ce secteur-là parce que, vous le savez, avec la transformation, c'est là où on crée encore plus de richesses. Donc, APC et Tekna sont les 2 plus grands producteurs. On a des joueurs très, très importants au niveau de la recherche. La formation, la même chose. Des entreprises qui commencent à se démarquer aussi. Bref, on a un écosystème qui prend sa place, qu'il faut aider à croître et surtout, il faut accélérer l'adoption, dans le fond, de la fabrication additive parce qu'il y a différents avantages. Mais non, c'est vraiment pas un effet de mode.
D'ailleurs, pour les gens qui sont là, on va continuer avec le CMQ le 10 décembre. Ah, ben On oui, est vraiment CMQ. du côté du métal et c'est sûr Ouais. que la fabrication additive va être un des sujets. Mais je voulais quand même t'entendre là-dessus parce que je pense que votre livre blanc, pour ceux qui sont intéressés, il est très bien fait. Il donne vraiment une idée des opportunités, mais en même temps, comment aller saisir ces opportunités-là parce que dans la région ici, par exemple, on a plusieurs équipementiers, donc beaucoup de gens dans le métal. Comment les équipementiers, par exemple, pourraient s'associer et Oui. regarder comment on pourrait faire une étude pour voir comment on peut aller chercher le potentiel de la fabrication additive. Parce que je le vois beaucoup dans les centres de machinage. Là, à chaque fois que j'entends parler de fabrication additive, on dirait que c'est des centres de machinage qui travaillent avec l'aéronautique. Mais les autres, là, comment ils peuvent tirer leur épingle du jeu et comprendre ce qu'ils peuvent faire avec ça. Oui, ce secteur-là est vraiment un autre secteur. C'est clair que dans les low-hanging fruit, là, les secteurs qui en profitent le plus, c'est beaucoup l'aérospatial, le secteur de la santé aussi. Mais tout ce qui va toucher les équipementiers, c'est hyper important. Les ateliers d'usinage aussi n'ont comme pas le choix de prendre ce virage-là également. Donc, non, puis avec le CMQ, vous avez un excellent joueur qui a participé au livre blanc. Écoute, merci Marie-Pierre d'avoir un peu élaboré sur ce sujet-là. Je sais que ce n'était pas le but aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. On entend tout le temps de plus en plus parler, alors je voulais quand même t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions? Alors, si ça fait le tour, alors on vous enverra ceux qui étaient présents la présentation, également ceux qui voudraient la copie d'enregistrement, vous me le demanderez. Et puis Marie-Pierre, un énorme merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu, nous ouvrir les portes de ton monde, et puis on espère que les gens vont oser te déranger et puis pour aller cogner à ta porte. La porte est toujours ouverte. Parfait, bien, merci à tout le monde. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée.